Bah, ouais, encore un peu. Et mademoiselle, pardon, vous allez laisser rentrer s'il y a des gens qui arrivent pendant ou pas? Super, ok, merci beaucoup. Ok, bienvenue à tous. Donc moi je suis Yannick Grandjean, ravi d'être parmi vous, merci d'être là. Donc comme je le disais à l'instant, on a prévu 45 minutes d'échange pour parler du financement de la transition. Et plus globalement, ce qui est un des sujets de spécialité d'Alain, mais des transitions. En tout cas, c'est une vision qu'on porte chez nous, CIRSA, c'est que la transition environnementale, énergétique et climatique, elle est évidemment nécessaire, mais ce n'est pas la seule, et parfois elle est oubliée. Donc on pense aussi beaucoup à la transition sociale, on n'est pas les seuls non plus, économique. Donc des modèles, ça on va beaucoup en parler avec Alain. Et par exemple, pour commencer avec une toute petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu passer les textes de la taxonomie européenne, et surtout les règles que doivent respecter les activités pour rentrer dans la taxonomie européenne, de la sustainable finance. Eh bien, il y a une règle première qui est que l'entreprise doit contribuer directement à un des 6 piliers de la transition. Une deuxième règle qui est que l'entreprise ne doit pas obstruer de manière significative un des 6 autres piliers. Et les piliers, c'est lutter contre le changement climatique, réduire les effets du changement climatique, la biodiversité, l'économie circulaire. Ce sont tous des critères environnementaux. Et le troisième critère de la taxonomie, c'est qu'au passage, l'activité, elle ne fait pas d'obstruction aux droits de l'homme. Voilà, donc ça vient en troisième critère. Tout ça pour dire que la transition environnementale et énergétique et écologique, c'est clé, mais qu'on ne pense pas qu'à celle-là. Je vais tout de suite passer la parole à Alain. Donc encore une fois, discussion un peu à bâton rompu. Gardez vos questions, puis même s'il y en a en fait, intervenez parce qu'on va le faire comme ça. La première question, Alain, qu'on voulait discuter, c'était 100 milliards. Plan de relance, financement de la transition en sortie de la conférence écologique et citoyenne. C'est assez, c'est pas assez, c'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle? Oui. Bonjour à toutes et à tous. On n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, sauf un livre que je n'ai pas là, qui s'appelle Une monnaie écologique. Donc je ne suis pas un bon vendeur, parce que je n'ai pas amené le bouquin, je suis en plein déménagement, donc c'était pas facile pour moi. Donc je vais répondre tout de suite en prenant un tout petit peu de champ. Ça fait des années que je pense, et je suis de loin pas le seul, que pour faire cette fameuse transition, ou ces transitions, ce ne sera pas juste une question de bonne volonté citoyenne. Donc Carbone 4 qu'on a créé avec Jean-Marc il y a quelques années déjà, il y a un de nos consultants qui a fait une étude qui s'appelle Faire sa part, qui a essayé de chiffrer si chacun d'entre nous faisait vraiment de gros efforts avec le système dit socio-technique, c'est-à-dire les machines, les équipements, l'urbanisme, etc., tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, combien on pourrait faire, sachant que le but du jeu, c'est de diviser son empreinte carbone par un facteur 6 ou 7 quand on est français, à horizon 2050. Et on arrive à une estimation assez raisonnable de 25%, moins 25% au lieu de moins 85%, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'à l'évidence, il faut réformer de fond en comble notre société, en gros, les infrastructures, le bâtiment, les moyens de transport, etc. On rentrera plus dans le détail tout à l'heure. Là, je fais juste un aperçu très, très global. Si on ne le fait pas, chacun de nous va transpirer. Et puis peut-être qu'on fera comme le Covid. C'est-à-dire chaque année, on va serrer la ceinture à mort. On va rester confinés dans nos baraques. Là, ça a un petit effet sur le PIB. Donc, c'est un effet immédiat sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu d'effet à gauche, à droite. Mais tout le monde comprend assez bien que ce n'est pas durable. Bon. Donc, on est bien. La conclusion logique, c'est qu'il faut investir très fortement et de manière très durable. Et ce n'est pas des centimes. Donc, on parle de points de PIB. Et le PIB de la France, c'est 2000 milliards. Celui de l'Europe, c'est. J'ai plus en tête, mais c'est au moins 6 fois plus. Ouais. Bon, donc, on parle au niveau européen de gigadollars, de milliers de milliards de dollars. Et donc, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là que l'Allemagne et la France aient commencé à comprendre cette question. Parce qu'ils auraient pu avoir une autre version du fameux plan de relance. Et ils l'ont appelé plan de relance. Moi, j'aurais préféré l'appeler plan de reconstruction ou plan de transformation. Bon, plan de relance, je trouve que ce n'est pas une très bonne idée, parce que le but du jeu, ce n'est pas de relancer les avions et les bagnoles, même si on s'en sert encore. C'est de transformer l'économie. Donc, ils ont quand même compris un peu, les uns et les autres. Ils avaient déjà un tout petit peu compris au moment du lancement du Green Deal. Donc, la Commission européenne a compris. Et donc, ce n'est pas sans rapport avec les mouvements... les vendredis du climat, c'est pas sans rapport avec la compréhension des uns et des autres, donc c'est pas juste une vérité révélée qui tombe comme ça, poum, c'est qu'ils comprennent qu'il y a un enjeu politique aussi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça se transforme, alors que
ils auraient pu le faire comme d'hab, hein, c'est-à-dire un plan de relance de la conso, quoi, ultra classique. Il y a quand même un élément positif dans ce plan, qu'il y a une partie au niveau français et européen qui est destinée à faire bouger un peu les lignes. C'était pas gagné parce que le mental européen, il est quand même pas là-dessus. Ce qui drive la construction européenne, et là je vais rentrer vite dans les questions très fondamentales, c'est le semestre européen. Donc c'est des procédures budgétaires, c'est des procédures monétaires un peu dures, dans lesquelles vous avez beau regarder, vous ne voyez pas un gramme de transition énergie, climat, biodive. Et vous voyez un dispositif où il y a une centralité qui décide de manière très puissante, c'est l'Eurogroupe. Si vous n'avez pas vu, allez voir le film de Varoufakis, c'est vraiment extrêmement frappant de savoir que c'est les Bercy, le français et les 27 autres, ou 26 autres maintenant, qui ont le plus de pouvoir dans le système. Et eux, ils sont pas sensibles du tout aux questions qui nous habitent ici, parce que dans les modèles, au sens mathématique, au sens formel du terme, ces sujets-là n'existent pas. Ce qui existe, c'est des réformes structurelles. Ce qui existe, c'est des bonnes conduites, entre guillemets, bonnes budgétaires, etc. Bon. Et ce qui existe aussi, c'est un droit de la concurrence qui empêche de faire des aides d'État. Ce qui existe aussi, c'est plutôt des règles qui consistent à dire c'est le marché qui va sauver le monde, et les États, il vaut mieux qu'ils prennent un peu de recul. Donc là, quelque part, pour moi, le truc le plus important de ce qui est en train de se jouer depuis 5 ans, c'est l'abandon de ces visions-là qui me semblent complètement dépassées, qui sont très anciennes, très datées. La construction européenne, la construction de l'euro, ça date déjà de plusieurs décennies. Il y a une espèce de très grande traîne, des hystérésies importantes. Et là, les lignes sont en train de bouger. Alors maintenant, deuxième remarque, pas assez du tout. Donc je réponds à la deuxième partie de ta question, Yannick. Les 30 quelques milliards qui sont en France injectés pour nos sujets, c'est pas du tout assez, c'est pas des bons ordres de grandeur, et surtout c'est pas. Moi, ce qui me préoccupe le plus, pour être vraiment très clair, c'est la durée de ça. C'est-à-dire si j'ai bien compris, à part la baisse des impôts de production de 20 milliards, qui est donc 2 fois 10, une fois 10, une fois 10, et le plan hydrogène, où il y a l'air d'y avoir une sanctuarisation un peu à la mode de ce qui s'est fait dans le grand emprunt qu'on appelle PIA. Pour le reste, c'est du 2 ans. Donc la rénovation thermique des logements qui a besoin d'être aidée, la rénovation thermique des bâtiments publics, l'aide au logement social, tout ça, c'est des plans, ça ne va pas du tout se faire en 2 ans. On parle de milliards de mètres carrés en France. Et donc c'est des plans de 10, 15, 20 ans où il faut beaucoup de durée. Alors, quelque part, on pourrait entendre l'argument, le double argument, c'est le mandat de Macron qui se termine, il y a les présidentielles en 2022. On pourrait entendre un autre argument qui est que la clause de circonstances exceptionnelles qui a été décidée à toute vitesse pour détendre les règles budgétaires et de dette, elle est détendue le temps que la crise du Covid soit derrière nous. Mais j'entends pas vraiment cet argument, puisque je redis, l'impôt de production, il est baissé durablement, et le plan hydrogène, il est au-delà de ça, et ça fait très longtemps qu'on s'est inventé avec le PIA des dispositifs qui sont un peu sanctuarisés. Alors, je suis un mauvais hôte, j'ai oublié 3-4 disclaimers. Le premier, c'est qui est Alain ? Alain, associé fondateur de Carbone 4, donc économiste de formation, et puis actuellement président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme. Moi-même, je suis Yannick, donc Grandjean, je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle CIRSA. On fait de la mesure de la performance environnementale, sociale, sociétale, la mesure d'impact, et puis de manière un peu marginale, un tout petit peu de bilan carbone, en interaction justement avec Carbone 4. On est partenaire dans l'écosystème. Carbone 4 réfléchit et structure et fait la partie intelligente du job des bilans carbone compliqués pour des grands groupes comme Maïf. Et puis ces plans carbone, climat sont suivis chez nous dans notre software qui permettent un pilotage opérationnel au quotidien. Le deuxième point, c'est qu'on va dire des choses pas très conventionnelles aujourd'hui. Donc je sais que je crois que c'est filmé, mais c'est pas grave. Voilà. Le troisième point, c'est que les gens un tout petit peu dépressifs, à mon avis, il faut peut-être pas rester dans la salle, mais il y a des bonnes nouvelles en fin de conférence. Et puis la quatrième, si c'est trop technique, n'hésitez pas à lever la main. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit. La question, c'est 100 milliards. Alors, on va revenir après aux 100 milliards et à la ventilation des 100 milliards pour être très concret et concrètement savoir comment on finance la transition et ce qu'il faut financer. La question de base ici, si j'essaie de résumer ce que j'ai compris de ce qu'a dit Alain, parce que je ne comprends pas, c'est il faut financer les infrastructures et notre mode d'économie. 100 milliards, est-ce que c'est assez ou pas ? La réponse est oui si c'est sur la durée, non si c'est sur 2 ans, c'est sûr.
La question des règles, il en a parlé sur l'Europe, on va revenir dessus. Maintenant, la question, ce qu'on a voulu capturer là-dedans, et ce qu'Alain, avec son co-auteur, capture dans le livre, c'est comment on finance la transition. Concrètement, si on lit le titre, par une monnaie écologique, ça veut dire où on trouve l'argent. Et donc là, Alain, je te pose la question. Dans ces 100 milliards du plan de relance européen alloué à la France, quelle est la quote-part financée par la France et comment elle est financée? Donc c'est très important, hein. On va essayer d'aller lentement. Et puis, quelle est la part qui n'est pas financée par la France? Du coup, comment elle est financée et par qui? La question étant celle que tu viens de toucher, celle des règles. Est-ce qu'on arrive à distendre de manière un peu durable ces fameuses règles qui disent pas de déficit et donc pas de financement de la transition? Bon, alors c'est vrai que c'est des sujets un tout petit peu techniques, ça demande un peu d'effort. Donc moi j'ai écrit 2 livres successifs avec des co-auteurs, l'un qui s'appelle Agir sans attendre, qui était plutôt centré sur les règles budgétaires et de dette, et l'autre sur la monnaie, qui s'appelle une monnaie écologique. Ça a l'air d'être abstrait et sans intérêt, c'est complètement crucial dans les négociations. C'est complètement crucial, par ailleurs, dans les sujets très importants. Par exemple, concernant le train en France, vous ne pouvez pas comprendre la politique ferroviaire française si vous ne comprenez pas comment est traitée la dette ferroviaire en France. Donc c'est des sujets centraux. Deuxième remarque, évidemment, il ne faut pas entendre de ce que je dis que je penserais que toute la transition doit être financée par l'État, par les administrations publiques ou sur fonds publics. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il y a évidemment un gros paquet d'épargne, il y a encore un flux d'épargne, donc il y a non seulement un stock, mais un flux. Et cette épargne privée, elle peut avoir envie d'aller vers des projets publics ou privés, et donc il ne s'agit pas de se substituer à ça. Hein. Sauf que, d'une part, il y a de nombreuses infrastructures qui sont... et il y a les bâtiments publics, et il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'État et des collectivités territoriales. Si on se transporte en bagnole dans les milieux ruraux, c'est parce que notre organisation est comme ça. Bon. Et ça dépend, c'est quand même beaucoup à la main des collectivités publiques. Et deuxièmement, le secteur privé, que ce soit en termes d'épargne, que ce soit en termes de décision d'investissement, les deux, hein, ça peut avoir envie d'aller vers des choses très sympathiques comme do not harm, comme faire du bien à tout le monde. C'est formidable, sauf que s'il n'y a aucune rentabilité, ça ne le fait pas. Et quand on n'a pas beaucoup de rentabilité, on n'a que 2 méthodes. Soit on met de la taxe carbone ou de la taxe de l'écotaxe, enfin des taxes qui pénalisent ce qui est mal, entre guillemets, ou alors on met du beurre dans les épinards, côté ce qui est bien. Comme pour le climat, adieu la taxe carbone, dans tous les cas, elle est à un niveau qui est largement très insuffisant pour faire bouger les comportements de manière significative. Bonjour, un peu plus d'aide publique. Et ça, aide publique, investissement public, ça pèse sur les dépenses publiques. Et les dépenses publiques, ça pèse sur le budget. Et ce budget, s'il est en déséquilibre, ça crée du déficit et ça augmente la dette. Et tu n'as pas le droit de créer du déficit alors. Voilà. Donc j'ai tout à fait le droit de créer du déficit. D'ailleurs, je ne me prive pas. La France est en déficit public depuis des années. Et là, cette année, on va atterrir, je ne sais pas, 10-11% de déficit. C'est là où l'Europe, c'est-à-dire les pays, les grands pays européens, tous les pays européens, les 27, se sont vite mis d'accord sur le fait qu'il fallait ouvrir une clause de circonstances exceptionnelles. Parce que tout le monde savait que cette crise du Covid allait générer une pression extrêmement forte sur le déficit. Ça n'a pas raté, évidemment, que ça crée des déficits indépendamment du plan. Et le plan, lui, vient en rajouter au niveau européen. Donc la quote-part française au niveau européen, c'est 40 milliards. Et donc il y a eu une très grosse négociation qui s'est terminée dans ses principes mi-juillet 2020. Et je dois dire que j'étais très, très heureux que cette négociation se termine. Ce n'était pas du tout gagné, parce que c'est des gros paquets de 100 milliards, donc 750 milliards, dont une large partie est supposée être financée par un endettement mutualisé au niveau européen, ce qui était complètement contraire à l'esprit des traités, et à la réalité des traités, et à la position d'un certain nombre de pays dits... frugaux, ce qui est une plaisanterie, mais je ne vais pas rentrer dans la polémique. C'est comme ça qu'on les a appelés. Le Pays-Bas, c'est d'abord un paradis fiscal, pour appeler un chat un chat. Donc je veux bien qu'ils soient frugaux, mais ils commencent à nous pourrir la vie tout le temps. Je les adore, hein, c'est pas la question. Mais sur le plan des règles, pas qu'ils fassent trop de cours de morale quand ils compliquent la vie à tout le monde sur la fiscalité. Bien sûr, 750 milliards, c'est le paquet global européen. Paquet global. 100 milliards pour la France, donc 40 milliards proviennent de l'Europe. Donc les 60 restants, Alain va en parler.
Donc les 40 milliards, c'est la quote-part française. Alors ça, c'est super documenté. Vous allez sur les sites. Ouais, non, mais si ça vous intéresse, je ne vais pas trop faire de valse de chiffres parce que l'essentiel, là, c'est les concepts. Donc pour tout ce qui est chiffrage, etc., vous allez sur Internet, c'est extrêmement bien documenté. Il y a tout ce qu'on veut pour trouver les chiffres. Le point clé sur lequel j'insiste, c'est que c'est un one-shot. J'insiste, parce que moi, ça fait des années et des années que je considère qu'il faut renégocier le pacte de stabilité et de croissance, qu'il faut faire bouger les règles de déficit et de dette pour qu'à la sortie de ces 2 ans, on ne soit pas dans une crise majeure. La crise majeure serait que si on applique les règles qui sont provisoirement ouvertes, on est obligé, d'une part, de retrouver les fameux 3% de déficit. Alors, si on est à 11, l'année prochaine, mettons qu'on soit à 8, j'en sais rien. Ça va être régime. Ça va être quand même extrêmement violent. Et ça va être violent, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va devant des mesures qui vont être très désagréables socialement. C'est quand même vraiment évident. Bon. Deuxièmement, c'est pas par hasard non plus si Castex, à sa rentrée politique, il était à peine nommé qu'il a parlé des retraites. Vous avez sans doute vu qu'il a parlé des retraites. Bon. C'est évident qu'il l'a fait comme un gage à ses copains européens pour dire, attendez, on est d'accord là, globalement, c'est une crise majeure, donc évidemment que si on fait rien, ça va être une récession absolument épouvantable, il va y avoir des millions de chômeurs de plus partout, donc il faut vraiment se bouger. Donc ils ne sont pas devenus keynésiens par idéologie, mais par nécessité politique, en gros, pour ne pas faire le lit de toute l'extrême droite dans toute l'Europe, pour la faire simple. N'empêche qu'à la fin de l'histoire, on referme tout ça, on dit, bon, maintenant les choses sérieuses, on reprend le business, à supposer qu'on sorte à peu près en état de cette putain de crise, et vous allez me faire du 3%, mais c'est bien pire que ça, parce que dans la règle de dette, la règle, c'est que si on est au-delà de 60%, il faut retourner à 60%. Donc ça veut dire qu'il faut dégager des excédents primaires bien au-delà de cette règle de 3%. Alors financer, que ce soit les 40 qui sont européens, ou les 60 qui restent, ça se fait tout simplement en tirant sur la caisse. C'est vraiment extrêmement simple, c'est-à-dire que les États... Laquelle ? La caisse, c'est-à-dire en faisant de la dette, en émettant de la dette. C'est pas compliqué. Donc l'État français, quand il est à 11% de déficit, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente sa dette publique d'autant. C'est presque mécanique. Donc le sujet n'est pas ça, parce que ça, on trouve très facilement, alors c'est même royal au bar. Aujourd'hui, c'est la fête. Et les 60 milliards, pardon, Alain, ils sont pris sur les marchés, ils sont pris auprès de la BCE. Ils sont pris, pareil, par émission obligataire, et puis les fameux 40 qui sont dits européens. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est la France qui va les émettre, et ensuite, il va y avoir des remboursements et des mutualisations. Bon. Alors, donc, et par ailleurs, dans l'histoire, il y a un début de négociation sur ce qu'on appelle les ressources propres, pour pouvoir commencer à rembourser au niveau européen. Et ces ressources propres, c'est un début de négociation parce qu'en fait, ce qui est mis sur la table, c'est des projets fiscaux qui sont la taxe sur le plastique, qui sont la taxe sur le carbone et qui ont la taxe sur les GAFA. C'est des débuts de négo. J'attends de voir, moi, la fin de l'histoire parce que c'est extrêmement difficile. Vous avez bien vu que la taxe sur les GAFA, on en parle. Il y a Trump qui n'est pas content. Bon, non, je voulais pas. T'y crois pas trop. Taxe carbone, taxe plastique, taxe GAFA, taxe sucre, t'y crois pas trop. C'est pas que j'y crois pas trop, c'est que je pense que ça, on est en phase d'évolution des logiciels, entre guillemets, des modes de raisonnement. Il faut vraiment que ça aille fort et brutalement pour que ce genre de truc devienne accessible. Parce que la fiscalité, là aussi, je vais vous faire un cours en une demi-seconde, la fiscalité au niveau européen, elle est souveraine. Donc une taxe européenne, quelle qu'elle soit, donc qui s'appelle européenne, il faut qu'elle soit faite à l'unanimité des 27. Donc bonjour. Donc c'est pour ça qu'on est emmerdé avec la taxe carbone. Parce qu'on peut faire de la taxe carbone en France, on peut faire de la taxe en Angleterre. Chacun peut faire sa taxe. Mais une taxe aux frontières, il faut vraiment l'unanimité des 27. Donc ça demande un gros effort de négociation pour y arriver. Je termine. Le sujet de la monnaie écologique, c'est de se dire, en fait, c'est pas très grave d'avoir de la dette en pagaille au niveau de nos États, c'est pas très grave. Donc on nous casse les pieds depuis des années. J'aurais dû prendre deux écriteaux, des primes non conventionnelles. C'est non conventionnel. Non, mais des primes non, au contraire, moi j'ai la pêche. Donc, en tout cas, là, c'est non conventionnel. Bon, et donc la monnaie écologique, oui, non, bien sûr, on n'est pas là. Dit encore autrement, quand on est face à une crise majeure, c'est pas pour rien que j'ai appelé Chronique de l'Anthropocène mon petit blog, c'est que c'est quand même un sujet. Moi, je me prends pas la tête. On est juste tous collectivement dans une situation
majeure, de crise majeure, donc avec des enjeux qui sont colossaux dans les 10, 20, 30, 40 années. Et dans la décennie, c'est tout particulier, parce que si on ne fait pas ces fameux plans d'investissement, c'est sûr et certain qu'on n'atteindra jamais les fameux 2 degrés, on n'atteindra jamais la zéro artificialisation nette, on n'atteindra jamais la fin de l'érosion de la biodiversité, et donc bienvenue dans l'enfer. C'est là où c'est un peu déprimant. Parce qu'on pourrait se dire, ah bah, allez, dans les 10 ans, on ne va pas y arriver, ah ouais, non, mais il y a les Chinois, les Américains. Non, si l'Europe fait son job, on est un très très gros marché international, on est intéressant. Le Mercosur, le patron du Brésil, là, il est quand même un tout petit peu gêné si on lui dit « fuck tes produits ». Donc il ne faut pas croire que l'Europe est un nain économico-politique, même si jusqu'à présent, on n'arrête pas de dire l'Europe n'existe pas politiquement. Je ne suis pas complètement convaincu de ça. Donc on est face à des périodes de transformation majeure. Si on ne s'autorise pas à changer la manière dont on pense l'économie depuis 40 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'on s'y autorisera à le faire. Bon. Donc je pense qu'il faut le faire, non seulement il faut faire, mais on est obligé de le faire. Et je redis, autant la dette écologique ou le fait qu'on excède qu'on exerce une pression anthropique sur les écosystèmes qui est très supérieure à ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour que ces écosystèmes fonctionnent convenablement, autant ça c'est très irréversible, c'est du réel, c'est de l'économie réelle, c'est du concret, et ça c'est pas négociable du tout. Autant les jeux d'écriture, les conventions qui sont autour de dette, déficit, monnaie, ça se négocie entre nous. Donc, notamment, je vais prendre juste un exemple pour que vous compreniez que je ne fais pas de la philosophie. Il y a un débat qui s'est lancé il y a quelques mois, et c'est pile une des mesures qu'on a proposées dans le livre, qui est de dire la dette publique détenue par la Banque centrale qui a juste la right of it, il ne se passe rien. Banque centrale européenne, hein. La Banque centrale européenne, ouais, alors sauf que ça peut être la Banque de France pour la dette française. Enfin bon, c'est des détails. Le réseau de banques centrales, il peut tout à fait, sans que ça fasse de mal du tout au moindre épargnant, right of it, je veux dire, annuler la dette souveraine qu'il détient. Il y a un débat actuel, qui est un débat médiatique. Je ne suis pas du tout le seul à porter ça. Si vous faites dette publique souveraine détenue par la BCE, vous verrez des dizaines d'articles là-dessus. Il y a une note de Terra Nova qui a été faite par Laurent Cialom, qui est prof d'université à Nanterre et qui a été co-signé par un de ses doctorants, qui travaille sur cette question-là. Il y a des enjeux juridiques, mais j'ai dit à Yannick, je vais parler de ça aujourd'hui, j'ai du bol, parce qu'il y a le patron de la Banque centrale batave. Oui, Dutch. Dont j'arrive pas à me souvenir du nom parce qu'il est hollandais, il est un nom compliqué pour moi, qui a dit oui, non, mais il faudrait quand même qu'on regarde cette option, c'est quand même une option qu'il faut regarder de très très près. Le patron de la Banque centrale des Pays-Bas, le Pays-Bas qui est censé être le pays le plus rigoriste, le plus conservateur, celui qui veut entendre parler de rien, le patron de la Banque centrale dit ça, c'est des options qu'il faut regarder. Alors quand certains économistes, dont je ne citerai pas les noms, mais vous les trouverez sur Internet, nous expliquent qu'il n'y a pas d'argent magique et qu'on fait de la sorcellerie, ou je ne sais pas quel autre gros mot il nous a opposé, oui, donc ça veut dire que ce patron de la Banque centrale hollandais est aussi un sorcier, ou fait de l'économie vaudou. Et c'est ça la critique qui a été faite, c'est l'économie vaudou. Alors vous tapez économie vaudou sur Internet et vous trouverez. Et alors, vous trouvez économie vaudou, Laurent Cialom, Alain Grandjean, vous allez tout trouver. Alain, je t'interromps, enfin je te pousse pour qu'on prenne des questions à la fin. Le paradoxe qui m'a choqué qui m'a interpellé quand on a préparé cette réunion, c'est 15 milliards. La question, c'est, là on parle de 750 milliards, de 100 milliards, on voit que c'est un one-shot, il y a une extension des règles de manière un peu temporaire. Derrière, on se demande si ça ne va pas être la fête pour taper encore plus fort, privatiser encore plus fort pour rembourser les déficits qui auront été créés. Toi, tu dis, on a l'option de dire les banques centrales ont émis de la monnaie, donc elles ont financé la transition, ou les transitions, ou en tout cas le trou d'air Covid, en émettant de la monnaie et en l'injectant dans l'économie. Réel ou pas, c'est la première partie de ma question, j'y reviens. Et deux, une solution de sortie, c'est juste d'annuler les dettes. Les banques centrales n'ont plus de dettes. Et voilà, elles sont maîtres de ça, et on annule la dette. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est où va l'argent qui est émis, et un mot peut-être sur le quantitative easing, et pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne finance pas la transition, peut-être rapidement. Et deuxième question, combien faut en France, on va se concentrer sur la France, pour financer la transition, et peut-être revenir au paquet des 100 milliards pour finir sur une touche, pas d'optimisme, mais de pas super déprime. Non, mais t'inquiète pas sur la déprime. Alors, sur la partie quantitative easing monnaie, là, ce que je suis en train de vous dire, je vais toujours vous présenter les choses de manière trop simple. Il va toujours me dire, mais attends, il y a plein de... Bon, c'est pour ça qu'on fait des bouquins, hein, c'est pour ça qu'on fait des rapports, et en 5 minutes, je ne peux pas vous expliquer tout. Donc je vais essayer d'être synthétique, mais pardonnez-moi à l'avance,
si je vous demande de lire. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ce que je raconte. Il y a un petit peu de matière derrière. Le quantitative easing, c'est la création monétaire de la Banque centrale quand elle crée de la monnaie centrale, c'est-à-dire la monnaie de la Banque centrale qui va de la Banque centrale aux banques, BNP, etc., Deutsche Bank, qui circulent entre les banques quand ces banques-là cèdent des titres qu'elles détiennent dans leur bilan à la Banque centrale. Là, elle crée la monnaie. Donc le fait que la Banque centrale crée la monnaie, c'est connu comme le blue bank par tout le monde. Tout le monde le sait. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que les banques de second rang créent de la monnaie scripturale, celle qui est la nôtre, celle dont on se sert tout le temps. Et donc, ce qui n'est pas complètement clair pour les uns et pour les autres, c'est que quand la Banque centrale fait du quantitative easing, c'est-à-dire met des tombereaux, des milliards d'euros, c'est monstrueux les quantités qui sont injectées, ça ne va pas dans l'économie réelle, ça va circuler dans la sphère financière. La pensée qui est derrière, la position pas idiot quand même, c'est que si les banques secondaires voient que leur accès à la liquidité est très facile, puisqu'effectivement, elle regorge de liquidité, puisque la Banque centrale, elle transforme en permanence des actifs qui sont des créances qu'ils détiennent dans leur bilan, ils les transforment en monnaie. Donc forcément, ils ont ils n'ont pas de problème de liquidité. Les banques n'ont aucun problème de liquidité. Elles regorgent de liquidité. Donc et deuxièmement, les taux d'intérêt baissent. Ça, c'est la théorie économique qui le disait, et c'est tout à fait vrai. On a des taux d'intérêt ultra bas. Donc la thèse qui justifie le quantitative easing, c'est avec des taux d'intérêt bas et aucune contrainte de liquidité, les banques vont prêter à l'économie. Bon, c'est une thèse qui est fausse. Ce qui n'est pas faux, c'est que les taux d'intérêt soient bas. Tout le monde voit bien que les taux d'intérêt sont bas. Si vous êtes partie prenante de projets immobiliers, vous vous rendez compte de trucs absolument évidents, à savoir qu'il y a des taux d'intérêt bas, ça facilite les emprunts dans le secteur immobilier. Qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente les prix. Bon, donc, ce qui est clair aussi, c'est qu'il y a une augmentation de prix. Il y a une inflation non pas des prix courants, mais des prix des actifs. Les marchés des actions et les marchés immobiliers. Et donc, si vous voyez ce qui se passe sur les grands indicateurs, on vit une période totalement hallucinante, mais hallucinée aussi, où on a les gros indicateurs, le CAC 40, le Dow Jones et autres, qui ont fait ça le jour du début de la crise du Covid, puis qui font ça. Et il y a une déconnexion comme jamais il y a eu entre l'économie réelle et les marchés. Donc les actifs financiers, certes, ils augmentent de valeur. Il n'y a pas d'inflation du tout sur les prix courants. Donc la théorie selon laquelle la création monétaire a un impact positif sur les prix, manifestement, elle est fausse. Attendez, je termine mon raisonnement parce que sinon, même là, je n'ai pas été au bout. Donc ça explique pourquoi le quantitative easing ne fonctionne pas. C'est que le quantitative easing, il anime la sphère bancaire et financière, il ne descend pas dans l'économie réelle, tout simplement parce que les acteurs de l'économie réelle, ils sont soit surendettés, soit ils n'ont pas envie d'agir. Ils ne sont pas très sensibles au fait qu'il y a de l'argent dans les banques. Ils s'en tamponnent complètement, les acteurs. Les acteurs, c'est ce qu'ils voient, c'est leur carnet de commandes, ils voient l'activité, ils ont la trouille, parce qu'ils se disent, putain, de Covid, ça va nous pourrir la vie pendant des temps, on n'arrive pas à remplir les salles. Enfin bon, c'est ça la vie d'un acteur réel. Moi, je suis un acteur réel, donc je vois bien ce à quoi je suis sensible. Et donc, si on fait ce qui est proposé par là, à savoir que les États font de la relance, entre guillemets, c'est-à-dire injectent de l'économie de l'argent dans la vraie économie. Là, un plan de relance, ça va dans l'économie. Hein, alors qui, pourquoi et combien ? Alors, je termine mon explication et puis après on verra qui, pourquoi, comment. Parce qu'il faut que les uns et les autres comprennent bien que quand les États injectent de leur argent à eux, parce que c'est ce qui se passe, hein, quand ils passent des commandes publiques, c'est de l'argent public, ça fait tourner l'économie réelle. Si à la fin de l'histoire, l'endettement public qui était en fait financé par création monétaire de la Banque centrale, il disparaît comme par enchantement, on comprend bien, je pense, qu'à ce moment-là, la création monétaire de la Banque centrale a bien été redescendre dans l'économie réelle, et c'est ça le but du jeu. Alors, donc c'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre les deux options. Le quantitative easing tel qu'il marche aujourd'hui et ce que nous proposons qui peut être considéré comme un peu révolutionnaire. Je termine là-dessus, Yannick. Le QE, c'était considéré comme totalement révolutionnaire quand Draghi l'a proposé. Donc ce que je dis là va vous paraître complètement dingue et révolutionnaire. On en parlera dans 1 an ou dans 2 ans, vous verrez que c'est pas si révolutionnaire que ça. Maintenant, de quoi on parle ? On parle pour le climat, de tout ce qui est les investissements nécessaires pour réduire l'empreinte carbone de chacun d'entre nous. Donc forcément, comme c'est très connu, moi je fais par ailleurs partie du Haut Conseil pour le climat, c'est vrai que tu n'as pas tout dit, et on se réunit demain,
Et donc le Haut Conseil pour le climat, son job, c'est de compter convenablement les émissions de gaz à effet de serre, c'est de vérifier que l'État fait le job, suit ses engagements, etc. Bon, allez sur le site internet du Haut Conseil pour le climat, regardez les rapports pour le grand public, parce qu'ils sont plus synthétiques, ils sont ils sont plus faciles à lire, mais c'est la synthèse. Mes collègues du Haut Conseil pour le climat sont des gens sérieux, je pense que c'est de la bonne cam. Bon. Et si vous lisez ça, vous allez vous apercevoir où sont les émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc, c'est extrêmement simple. C'est transport, c'est logement, c'est agriculture. Contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas l'énergie. L'énergie, ça passe après. Et c'est consommation courante. Alors, dans la consommation courante, le problème, c'est que c'est beaucoup vient de l'extérieur. Il y a beaucoup de produits qu'on achète de l'extérieur. Donc, où est-ce qu'il faut investir ? Tout m'a pas vu, il a montré son smartphone. Ouais, où est-ce qu'il faut intervenir quand on est l'État ? Il faut intervenir dans tout ce qui est à la main de l'État. Donc il faut intervenir dans tout ce qui est infrastructure de transport pour que les uns et les autres, on ait des choix et qu'on n'ait pas l'impression qu'on se fait juste baiser par la taxe carbone. Excusez-moi de cette grossièreté, mais c'est quand même ça, les gilets jaunes. Hein. Bon. Du style, je paye l'essence plus cher, mais de toute façon, je n'ai pas d'alternative. Donc je suis un cochon payeur. Quoi, point. Donc, développer des alternatives, des modes de déplacement en site propre, développer des alternatives aux routiers en investissant dans le fret ferroviaire, qui est une catastrophe intégrale en France. Et il n'y a pas de raison, ce n'est pas une fatalité. Nos pays, nos voisins font beaucoup mieux que l'Autriche fait mieux, la Suisse fait mieux. Ça, c'est donc le gros paquet transport. Électrifier la bagnole. Bon. Mais dans ce paquet transport, il y a ce qui est à la main directe, donc qui est de l'investissement. Par exemple, les bornes de recharge, c'est à la main directe de l'État, il peut en mettre. Mais il y a une partie indirecte, qui est des bornes de recharge privées, et puis l'aide à l'achat de bagnoles électriques versus bagnoles thermiques, ça, c'est de la subvention. Donc ça rentre dans le paquet des 30 milliards, qui est le sous-paquet des 100. Le bâtiment, le logement, c'est pareil, même punition, même motif. Il y a le logement social et le bâtiment public qui est à la main des collectivités territoriales et de l'État. Il y a un gros paquet de mètres carrés. Il y a 300 millions de mètres carrés qui sont, un peu plus même, entre 300 et 400 millions, qui sont à la main. Et le reste, c'est-à-dire là, on raisonne en milliards, c'est à notre main, mais nous, on trouve que c'est pas rentable. Le moindre ménage qui fait son calcul, il se dit, moi, je veux bien un super isolé, super, très, très bien, quoi. Mais c'est 25 ans de retour sur investissement. Moi, je préfère aller aux Maldives. Enfin, là, c'est fini. Mais disons, me prendre des vacances. Sur l'agriculture, même punition, même motif. Il y a beaucoup d'émissions qui sont entraînées par l'agriculture, qui sont le méthane, qui sont le protoxyde d'azote. Il faut aider le monde agricole, parce que là, c'est moins la main directe de l'État, c'est plus de la politique agricole commune, c'est plus des aides publiques. Il faut aider ce monde à faire bouger ses pratiques, et c'est difficile hein, quand vous êtes agriculteur surendetté, que vous dépendez du fait de vendre des paquets de bœuf et de veau, bah, vous avez un peu de mal à changer. Voilà, je vais pas faire combien ça coûte ? Après, on garde 10 minutes pour les questions. Combien il faut concrètement, Alain, par an et dans les 10-20 ans qui viennent, chaque année, à la main de l'État, parce qu'on a parlé de coefficient multiplicateur. À la main de l'État, qui sont donc les deux catégories de dépenses que j'ai dites, c'est-à-dire l'investissement d'une part et de l'aide à l'investissement pour le privé d'autre part. C'est assez difficile de faire des évaluations, mais moi, comme ça, intuitivement, quand je regarde tous les chiffres que je vois circuler, c'est certainement de l'ordre de grandeur de 1% du PIB, donc de l'ordre de grandeur de 20 milliards. Quoi. Après, il y a un problème de rythme, c'est que vous ne dépensez pas 20 milliards comme ça en sifflotant. Donc, pourquoi ? Parce que c'est dur de dépenser, en fait. C'est pas facile de dépenser. Hein. Il faut faire des préétudes, des machins, des trucs. Les gens ne sont pas contents. Il y a toujours de la démocratie. Je suis très favorable à la démocratie. Donc, je ne suis pas en train de critiquer la démocratie. Mais ça veut juste dire qu'il faut un peu de temps pour les dépenser. Mais disons, en ordre de grandeur, je situerais bien ce type d'effort jusqu'à 2050. Voilà, donc 20 milliards par an pendant 30 ans. Ouais. Merci Alain. On prend des questions, des échanges. Je pense qu'il y en aura beaucoup. La première main levée. J'avais une question par rapport à ce que vous disiez, par rapport au découplage de la finance et de l'économie réelle à cause de la crise du Covid notamment. Est-ce que ce n'est pas un prémisse du découplage qu'il pourrait y avoir entre l'économie réelle et le rapport entre l'économie et le pétrole ? Oui, alors peut-être. Je n'ai pas dit que c'était à cause de la Covid. Ce que je trouve, c'est hallucinant de le voir. Je pense que c'est plus visible aujourd'hui. Hein. C'est plus ça. C'est-à-dire quand je vois les indicateurs boursiers qui sont au plafond et une économie dont tout le monde voit qu'en termes réels, elle ne fonctionne pas, ça montre le mismatch.
Maintenant, il y a une deuxième question qui est le découplage entre le PIB et l'empreinte matière ou énergétique, qui est la grande thèse de mon cher Jean-Marc, associé, qui dit on ne se sortira pas de ce problème-là. Et donc, on oublie tout espoir de résoudre le problème simplement, puisque la corrélation est très puissante, je pense que c'est à ça que vous pensez, la corrélation est très très puissante entre l'énergie et le PIB, et comme 80% de l'énergie mondiale, c'est pétrole, gaz et charbon, c'est un peu optimiste de considérer qu'on va découpler comme ça, aussi simplement que ça, notre économie de sa base matérielle. Moi, mon point est, je cherche pas à savoir ce qui est possible, pas possible, si ça va y arriver ou pas y arriver. Je suis beaucoup plus dans l'opérationnel et dans le militantisme. Je me dis, il n'y a pas de débat. Il faut absolument qu'on investisse pour faire en sorte qu'on ait à ce début de découplage. L'investissement dans les logements et les bâtiments, j'aurais peut-être dû le dire, mais la grosse priorité, c'est d'arrêter de consommer de l'énergie. Hein. Donc c'est d'arrêter d'avoir des immeubles comme ça, ils sont insensés sur le plan énergétique. Et ça demande beaucoup d'argent. Ça peut avoir une petite empreinte carbone au départ, parce que l'investissement est un peu carboné, mais tous les calculs, alors là, carbone 4, on en fait plein, tous les calculs montrent qu'on a des retours carbone qui sont extrêmement importants. Si on ne les fait pas maintenant, on ne les fera jamais, et là, on va vivre en bouffant des cailloux. Ça, c'est vraiment complètement évident. Une autre question ? Oui. Oui. C'était un peu le but du jeu. Ouais, logique. Donc, le montant, quoi, qui est beaucoup bien plus important que ce qu'on alloue pour le moment. Mais la question moi, que je pose, c'est qu'il y a une question de financement, il me semble, c'est une question de qu'est-ce qu'on finance. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les choix qu'on a pris d'orientation, du genre, je pense au diesel il y a longtemps, finalement, particules fines, après je pense à électrique, et là, un problème de... donc en fait, ici on avait les sous, si c'était débloqué, les sous, comme vous dites, tous les 2 ans, qu'est-ce qu'on finance? Parce que j'ai aussi écouté, lu, et je lui donne crédit, j'en connais ici, l'éolien, enfin, l'ENR, etc. Ouais. En fait, ça nous met dans une impasse. Il l'a dit, c'est impossible. Oui, c'est le point de vue de Jean-Marc. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est ça qu'on finance, c'est-à-dire... Non. On vient d'en parler quand même. Non, mais on en a parlé rapidement, et je n'ai pas du tout le temps, en une demi-heure, de vous expliquer qu'il faut faire une révolution monétaire et financière et de vous faire le plan de route. Ça, je ne peux pas. Non, mais parce qu'on n'a pas... Bah, je suis désolé, logement, transport, agriculture. On en parle sans arrêt. Alors, bon, je suis peut-être un tout... Non, excusez-moi, je suis peut-être un tout... Non, attendez, Chami, je réponds. Je suis peut-être un petit peu biaisé, mais c'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je travaille sur ces sujets-là. Donc, si le but, c'est de vous expliquer le contenu des plans, je le fais. Mais ce n'était pas le but, là. Donc, je recommence pour qu'on soit bien clair, et qu'il n'y ait pas de malentendu dans mon propos. Il y a une équation qui s'appelle l'équation de Kaya. Vous allez sur Internet, Kaya. Bon. Et vous apercevez, en réfléchissant à cette équation, qu'il y a 2 grands leviers pour... Et là, je suis que sur le climat, je ne suis pas sur la biodie et le reste. Hein. Mais mettons déjà ce sujet-là, parce que déjà sur ce sujet-là, il peut y avoir des malentendus. Il y a un levier qui consiste à décarboner les sources d'énergie, et il y a un levier qui consiste à découpler le PIB de l'énergie. C'est pas compliqué, c'est mathématique. Bon. Donc il y a 2 leviers à exercer. Après, selon les pays, les 2 leviers n'ont pas le même poids relatif. Donc si vous êtes dans un pays comme la Chine, où les centrales au charbon sont encore une source très importante d'électricité et dans le mix global d'énergie, la grosse priorité de tous ces pays-là, mais c'est aussi le cas de l'Europe de l'Est, c'est aussi le cas des États-Unis, c'est aussi le cas du Canada, qui a beaucoup de schistes bitumineux, ces saloperies-là, ça va être de décarboner les sources d'énergie. En France, on a une électricité qui est relativement peu carbonée, puisqu'elle est d'origine hydro et nucléaire, mais on a encore les 2/3 de l'énergie finale dont les sources sont de l'énergie fossile. Il ne faut quand même vraiment pas oublier ce petit détail. On n'arrête pas de me casser les pieds avec les énergies renouvelables électriques et nucléaires. L'électricité, c'est 25% du mix d'énergie finale français. Donc les 75% autres, c'est comme partout, comme dans tous les autres pays. C'est-à-dire c'est essentiellement du pétrole et du gaz. Donc si on veut faire la transition pour atterrir à ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050, la France, comme tous les autres pays, doit jouer sur 2 leviers qui sont moins consommer d'énergie, à confort, enfin, si on veut pas employer le PIB, à niveau de vie, peut-être pas équivalent, peut-être un peu inférieur, mais disons encore potable. Ça, c'est réduire le contenu énergétique de nos activités et décarboner le reste. Or, le reste, en France, le grand sujet, c'est le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, les grandes applications, c'est le transport. C'est pour ça que j'ai un peu insisté là-dessus, même si je suis allé à toute vitesse. Mais le transport, c'est numéro 1. 95% du transport, c'est du pétrole. Il y a très peu de gaz dans le transport en France. Il y en a un peu en Italie, mais que dalle.
Et puis, la deuxième grande priorité, ça va être les autres usages des fossiles. Donc il y a encore quelques millions de logements avec du fioul. Il y a beaucoup de millions de logements avec du gaz dit naturel qui est du gaz fossile. Et donc là, il n'y a pas photo. Il faut faire évoluer les modes de chauffage. Et simultanément, il faut jouer l'autre grand levier qui est la baisse relative de la consommation d'énergie. Et on va retomber un peu sur les mêmes. C'est-à-dire, alors les bagnoles électriques, coup de bol, ça consomme moins d'énergie qu'un équivalent thermique. Mais les bâtiments, il ne suffira pas de planter des centaines de centrales nucléaires. Les bâtiments, il va falloir les isoler pour qu'ils consomment moins. Et après, toute chose égale par ailleurs, qu'ils consomment des sources d'énergie décarbonées. Donc ça peut être du bois, ça peut être de l'électricité décarbonée, ça peut être avec des pompes à chaleur, ça peut être du biogaz, ça peut être des choses comme ça. Donc, On a des solutions. donc le grand message, et vous avez bien fait de me pousser un peu dans mes retranchements, le grand message, c'est que dans cette affaire-là, l'enjeu n'est pas du tout un enjeu de rupture technologique. Vraiment, ce n'est pas le sujet. Le sujet, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais je le dis à la fin, c'est pas plus mal. L'enjeu, c'est vraiment le déploiement de solutions qui existent. Je termine là-dessus, Yannick, et puis une autre question. Quand j'ai fait le Grenelle de l'environnement, tout le monde était super inquiet. On ne va pas faire des bâtiments zéro, des bâtiments passifs, des bâtiments très très haute performance. Ça semblait le bout du monde en 2007. Aujourd'hui, c'est juste, on se baisse et c'est fait. Il n'y a pas de gros problème. Il n'y a qu'un point qui est dans l'industrie lourde, la sidérurgie, la cimenterie, où c'est bien d'avoir le plan hydrogène, parce que ça, c'est un peu de R&D. Et l'autre bonne nouvelle, c'est 20 milliards. Hein. C'est quand même pas, c'est pas, comme tu as dit, c'est pas facile à trouver, surtout quand c'est 100% de déficit et qu'on n'a pas le droit d'en faire. Ouais, c'est difficile à dépenser, mais c'est pas à l'échelle du PIB français qui est de 2000. C'est pas. Madame, juste derrière toi, Maxime, excuse-moi. Ouais. J'ai compris communiste, puis après je me suis dit non, elle a dit économiste en fait. L'éditeur nous a imposé le titre Une monnaie écologique. Donc je réponds à votre question. On a fait un bouquin qui s'appelle Une monnaie écologique. Alors il y a des débats d'en plus finir. Moi j'ai fait une thèse d'économie, je ne devrais pas vous le dire, mais quand même je vais le dire, en 1983. T'as 2 minutes. Hein. Oui, mais je termine sur cette question. Et déjà à l'époque, les monnaies locales, les nouvelles monnaies, c'était déjà un sujet. Donc il y a juste 40 ans. Bon. Donc moi j'ai un point de vue complètement définitif sur la question, je me mourrai avec, c'est que c'est sympa de faire des monnaies locales, des trucs et des machins, allons-y, quoi. C'est sympa, bon, ça a un petit effet de communication. Quand vous regardez les enjeux de ces monnaies locales aujourd'hui, alors que ça fait 40 ans qu'on en parle, ça se compte si ça se compte en 1 milliard, c'est le bout du monde, à mon avis, ça se compte plutôt en millions. Les flux monétaires dont je parle, c'est des flux de centaines de milliards. Ce n'est pas du tout à l'ordre de grandeur. On n'a absolument pas le temps de déployer. C'est comme ceux qui veulent changer le capitalisme. Moi, je veux bien. On va changer le capitalisme. On sera mort avant. Donc, moi, je suis beaucoup plus les pieds sur terre que ça. Donc, qu'il y ait des initiatives, que ça fasse réfléchir, qu'on comprenne que la monnaie, c'est un truc totalement conventionnel, que ça fasse comprendre que c'est un truc où les enjeux de communauté sont très importants. C'est super important. Donc, moi, je suis pour qu'on pousse ces idées-là. Mais le vrai sujet, c'est que la politique monétaire de la BCE soit verdie, point barre. C'est ça le vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est que les États, les collectivités territoriales, les grandes entreprises, elles arrêtent de nous raconter des salades et qu'elles s'y mettent. Et elles sont en train. Mais c'est vraiment ça. Après, qu'il y ait des petites zones... à une nuance près, c'est que si c'est vraiment la merde, excusez-moi, bon, et s'il y a des kalachnikovs dans tous les coins, on sera bien content d'avoir des zones de communautés locales, mais il faudra juste pas avoir oublié l'abri anti-atomique et les kalash pour se protéger, parce que si on est dans cette ambiance-là, ça va pas être marrant, quoi. Non, il faut qu'on finisse sur autre chose. Maxime, t'as 10 secondes de questions et Alain, t'as 1 minute de réponse. Il est 13, on a encore 2 minutes. Ouais, allez, c'est qui vas-y. Dont vous parlez. Et donc on a l'impression que c'est un grand changement des mentalités
On avait dit positive à la fin. Non, mais il y a deux. Je partage pas complètement ça. C'est-à-dire que, pour des raisons que j'ignore complètement, on nous bassine les oreilles sur la bagnole électrique sur des arguments qu'on devrait opposer à toute l'activité humaine. C'est-à-dire que la fameuse histoire de l'économie circulaire, c'est aussi les bagnoles, qu'elles soient électriques ou pas électriques. Donc quand vous faites un bilan comparé entre une voiture électrique et une voiture thermique, désolé, il n'y a absolument pas photo. C'est-à-dire que dans le cas du pétrole, vous faites des trous dans des zones épouvantables. Vous avez qu'à regarder le tout récent projet de M. Pouyanné, c'est pas très sympa, c'est en Arctique. Bon. Donc est-ce que c'est mieux ça, moins bien que les histoires de cobalt, sachant que dans le domaine, là je vais défendre la bagnole électrique 2 minutes, sachant que dans ce secteur-là, les progrès, pour le coup je vais aussi défendre un peu la technologie, sont supersoniques. Ça va à toute vitesse. Moi, j'ai un très très bon copain qui est un ancien consultant de Carbone 4 qui suit ça de très près parce qu'il est en train de créer un projet de Gigafactory en France. Bon. Donc j'aime autant vous dire que l'inventivité, la créativité et les progrès technologiques en termes là d'usage de matériaux, pas en termes de manœuvre, parce que dans ces fameuses Gigafactories, qu'elles soient en Extrême-Orient ou ici, il n'y a pas de manœuvre, donc c'est pas le problème. Le problème des progrès qu'ils font et de la compétition internationale acharnée sur ces sujets-là, c'est précisément les contenus en matériaux et la fragilité de notre dépendance. Donc il ne faut pas prendre non plus tout le monde pour des cons. Donc les grands industriels qui s'occupent de ça, ils connaissent par cœur les sujets de dépendance. M. Pitron, il n'a rien inventé. Tout ça, c'est connu comme le loup blanc et les mecs bossent. Donc je suis moins pessimiste. Moi, je dis juste, les choses ne peuvent pas se faire autrement que par étapes. Si on attend d'avoir la solution magique, on l'a en termes monétaires. Mais pour le reste, si on l'attend, effectivement, vous avez raison, à court terme, il faut immédiatement arrêter ce genre de conférence, immédiatement arrêter d'utiliser ce genre de machin, et puis bouffer des lentilles. C'est sûr, hein. Je ne plaisante pas. C'est extrêmement clair que si vous regardez très objectivement votre empreinte écologique, votre empreinte carbone, vous tombez de la chaise. Enfin, il n'y a pas le moindre geste que vous faites qui n'exerce pas une pression. Donc si la bagnole électrique exerce une pression, bah oui, certes, elle exerce une pression. Donc il faut toujours raisonner en relatif. Je recommence sur la laine de verre, j'adore. Si vous allez mettre de la laine de verre et de la laine de roche... T'es dans les prolongations. Hein. Ouais, mais c'est bon. C'est de la laine de verre et de la laine de roche pour isoler votre baraque. Si vous allez voir Saint-Gobain et Rockwool, leur empreinte carbone, elle est dégueulasse. J'arrête là. C'est pour dire, évidemment que vous avez raison sur le fait que sobriété et efficacité énergétique, c'est la priorité number one de très très loin, et on est tous d'accord là-dessus. Là où il y a peut-être une divergence de point de vue, c'est que moi je suis assez pragmatique et je maintiens, et je persiste et je signe, je crois que nous, on n'est pas du tout prêts, occidentaux, les Français, les Européens, les Américains, à passer au régime lentille. Donc il va falloir essayer de trouver des solutions. Et si les solutions, ça consiste à investir très très fortement dans des solutions qui ne sont pas des grandes ruptures, mais des innovations en cours, je pense que ça va être jouable, sachant que, je redis, pour être bien clair et bien complet, que l'économie circulaire, sujet dont personne n'entendait parler il n'y a pas 5 ans, est devenu le must aujourd'hui. Donc, désespérons pas Billancourt. Tu m'as dit, Yannick, de ne pas désespérer. Ne désespérons pas Billancourt. Il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre si on est intelligent. Le vrai point, pour moi, c'est que les États européens, puisque là on est en Europe, retrouvent le sens de ce que c'est que d'avoir une politique industrielle, une politique économique, et arrêtent de croire que les marchés vont résoudre les problèmes en sifflotant. Voilà. Merci Alain, merci à tous. Merci beaucoup.